Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Léo Tamaki. Alors, bon, il n'a plus besoin de se présenter, vous le connaissez si vous lisez le blog, vous le connaissez si vous êtes passionné d'arts martiaux, mais je vais quand même le laisser se présenter brièvement. Je m'appelle Léo Tamaki, je suis enseignant d'aïkido. Je pratique les arts martiaux depuis une quarantaine d'années. J'ai commencé par le judo, et puis après j'ai fait deux, trois disciplines, mais rien très, très sérieusement. Et à l'âge de 21 ans, je me suis vraiment plongé dans l'aïkido. Après, j'ai continué à pratiquer quelques autres disciplines en parallèle. J'ai créé un événement qui s'appelle la Nuit des arts martiaux traditionnels. Plusieurs magazines, donc le spécial Aikido qui maintenant est géré par Germain Chabot, qui est enseignant pratiquant d'Aikido, et puis Yashima, qui là est plus transdisciplinaire avec un accent sur les traditions et la culture japonaise, mais une ouverture sur d'autres choses. On a des reportages, etc., sur des maîtres d'arts martiaux d'autres disciplines aussi qui sont dans les tuyaux. On a déjà pour lesquels on a déjà fait des séances photos, etc. C'est vraiment super. Déjà, merci d'accepter l'interview parce que tu es quand même quelqu'un d'hyper important, donc c'est gentil de nous consacrer ce temps. Et je veux vraiment revenir sur le magazine Yashima parce que moi je le lis, je suis un abonné depuis le premier. C'est, je pense vraiment, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, au moins prenez un tome, regardez-le parce que voilà, c'est hyper riche. N'importe quel art martial que vous fassiez, n'importe quel sport de combat, c'est très ouvert d'esprit. Et puis il y a aussi la passion derrière, on le voit, du côté oriental, etc. On est vraiment plongé à l'intérieur de la culture. Voilà, moi je trouve que même pour ceux qui ne font pas d'arts martiaux, c'est hyper enrichissant. Donc on va attaquer la première interview parce que Léo ne fait pas une mais une petite série d'interviews. Donc on va commencer avec les conseils qu'il donne aux débutants. Alors, quel est le point le plus important pour toi lorsqu'on est un débutant? Qu'est-ce qui est le plus important à travailler lorsqu'on débute? La première chose, c'est choisir son prof. Choisir son prof, sa discipline. Déjà, il y a énormément de disciplines qui sont issues de cultures différentes, qui se travaillent sur des contextes différents. Alors, au départ, c'est très difficile de comprendre les différents contextes, mais par contre, on perçoit tout de suite les différences entre une discipline qui vient de Chine, une discipline qui vient du Japon, une discipline qui vient du Brésil, comme le capoeira, etc. Donc, il y a une esthétique, un environnement culturel qui entoure tout ça qui est très différent. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui nous convienne. Moi, j'ai fait du kung-fu pendant quelques années, ça m'a beaucoup plu. Au final, euh, l'esthétique ne me touchait pas plus que ça. C'est beau, mais pour vraiment simplifier, plus que Tigre et Dragon, je préfère un film de samouraï de Chambala, tu vois. Donc, les mouvements sont plus sobres. Ça, encore une fois, on met toute l'efficacité de côté. Donc, choisir sa discipline. Deuxième, choisir son prof. Euh, il y a un proverbe chinois, je crois, justement, qui dit qu'il y a 3 ans pour trouver son professeur, enfin choisir son professeur. Ça montre à quel point c'est important. Euh, Bon, il faut pas choisir des dojos qui sont éloignés de chez nous à 2 heures, 3 heures, à moins d'être vraiment un fou furieux passionné. Mais pour commencer, il faut que ça soit un endroit relativement accessible, qui ne demande pas trop d'efforts. Mais dans ce rayon d'accessibilité, s'il y a plusieurs dojos de karaté, allez voir les différents profs, voir comment se passe un cours. Si possible, demander à participer à un cours, c'est voir l'ambiance, parce que encore une fois, c'est pas que il y a une façon de faire, mais il y a des types d'enseignement qui sont différents, et il faut qu'on sente celui qui nous parle. Donc, voilà, les points importants, choisir son prof. Après, une fois qu'on a choisi sa discipline, son prof, et qu'on commence à pratiquer, c'est l'imitation. C'est-à-dire, il faut comprendre, il n'y a pas de souci, il faut essayer de faire marcher son cerveau, mais immédiatement, surtout, observer, imiter les questions, etc. C'est normal qu'on en ait, il faut les garder, mais il faut avoir la confiance et imiter. Quel point, selon toi, ralentit le plus la progression des débutants? Alors, il y a la dispersion. Donc, au début, on a envie
de faire plusieurs choses. Quand on commence les arts martiaux, on peut avoir envie d'en faire plusieurs à la fois parce qu'on se dit, bon, bah, le karaté, c'est pour les frappes, le judo, les projections et l'aïkido pour les clés. Enfin, il y a ce genre de simplification, les légendes urbaines, etc. On peut être tenté de vouloir en faire trop. Là, donc il y a le coronavirus actuellement, il y a beaucoup de gens qui profitent de l'occasion pour faire débuter différentes activités, différentes routines. Comme je disais, l'idée, c'est ne pas en commencer trop à la fois, les commencer tranquillement. Parfois, il y a un excès d'enthousiasme qui retombe parce qu'on estime que les résultats sont pas à la hauteur ou ceci, cela. Y aller pas à pas. Donc, pas de dispersion. Ensuite, la constance. Donc, vaut faire seulement un cours par semaine même, ou deux cours, mais de façon très régulière, que si son prof donne, si on a la chance d'avoir un prof qui donne plus de cours, aller en faire 5 ou six, encore une fois, et puis avoir un creux et revenir, etc. Donc, la constance. Oui, les doutes. Alors, ça, c'est... le doute est important, mais au départ, on n'a pas les outils pour argumenter. Donc, c'est important de ne pas chasser ces doutes, de se poser des questions, mais de les garder pour soi, d'essayer de voir si la réponse arrive. Si elle n'arrive pas au bout de, ça dépend des éléments, mais quelques mois, quelques années, s'en ouvrir à son professeur. Et puis, si au final on estime que les réponses ne sont pas justes, peut-être que les réponses aux questions qu'on se pose ou à nos attentes ne sont pas chez ce prof ou dans la discipline. Et voilà. Mais au départ, il faut il faut s'engager en confiance. Donc prendre le temps de trouver, ça renvoie à la première question, prendre le temps de trouver un professeur dans lequel on a confiance. Et de toute façon, je pense que c'est valable pour les arts martiaux et c'est valable pour tout, hein, ce que tu dis. Si on n'a pas confiance dans le professeur, on n'avance pas. Et là, ce que tu as dit m'a éveillé une autre question, m'a fait penser à une autre question. Est-ce que le débutant peut poser des questions à l'enseignant ou est-ce qu'il doit attendre du coup? Parce qu'il y a certains professeurs qui refusent de répondre aux questions des débutants. Alors, ouais, c'est très compliqué. Pour moi, j'accueille volontiers toutes les questions, mais je les encourage pas non plus, je les décourage pas, je les encourage pas. J'ai des élèves qui arrivent et qui ne posent pas de questions. Il y en a qui posent des questions. Je constate pas de différence flagrante dans leur progression. C'est leur façon d'interagir avec le monde, avec les gens. Bon, si des choses basiques ne sont pas expliquées, ça peut être un souci, mais j'imagine que c'est assez rare aujourd'hui. Ouais, il y a des choses, par contre, on peut donner une réponse, par exemple, sur des concepts très fins ou très avancés. On peut donner une réponse qui est à la hauteur du pratiquant et puis lui expliquer qu'il y a différents niveaux de profondeur et que ça viendra après. Donc, le danger, encore une fois, en multipliant quand même les questions, en voulant, parce qu'on peut comprendre intellectuellement. Donc, un élève va nous poser une question sur un concept très avancé. On va lui donner une réponse qui correspond à son niveau d'intégration, à son niveau de pratique. Intellectuellement, il peut aller plus loin, il peut aller une étape plus loin et une étape plus loin. Et tu peux continuer ce dialogue-là. Il peut conceptualiser des choses qu'il n'a pas vécues, qu'il n'a pas intégrées. Là, ça commence à devenir une perte de temps. Donc, il faut pouvoir dire, voilà, écoute, je t'ai donné les réponses que toi, tu peux mettre en application. Il y a d'autres degrés dans ça, mais physiquement, tu l'as pas intégré. Nous sommes en train de perdre du temps. Faudrait pas que ça devienne du coup juste de la réflexion sans pratique en fait derrière. C'est ça l'idée. Oui, parce qu'il y a un plaisir à manipuler des concepts, mais pour moi, il ne faut pas qu'il y ait une conceptualisation qui soit décorrélée de l'intégration dans le corps, dans la pratique. Donc, c'est important d'avoir les deux. Encore une fois, il faut répondre à la personne là où elle en est, mais elle peut être capable de saisir par des bribes de conversation qu'elle a entendues, par sa propre réflexion, des livres qu'elle a lus ou autres, d'autres degrés d'un principe, mais que en réalité, c'est pas acquis pour elle. Qu'est-ce qui fait qu'un débutant va pouvoir progresser plus vite ou moins vite? Est-ce que c'est inné? Est-ce que alors la régularité, tu nous as donné des pistes, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'inné qui fait que quelqu'un va progresser plus vite ou est-ce que dans sa pratique, il peut mettre quelque chose en place pour aller plus vite? Alors oui, donc ce que tu peux mettre en action, comme tu disais, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la constance. Ça, c'est vraiment
y a des fois, on n'a pas trop envie d'y aller, etc. Et puis parfois, il se révèle que ces moments où on n'avait pas trop envie d'y aller, c'est les entraînements qui nous ont fait le plus de bien. Donc constance, constance, constance. L'enthousiasme, et ça on peut imaginer que quelqu'un qui débute quelque chose est assez enthousiaste. La difficulté, ça serait encore une fois de ne pas se laisser déborder au point d'être épuisé. Bon, blessé, si dans les arts martiaux, c'est pas trop la difficulté, mais je dirais pour quelqu'un qui commence la musculation, qui est trop enthousiaste, il va en faire trop, il risque de se blesser, par exemple. Mais on peut avoir ça en arts martiaux dans une moindre mesure. Alors, est-ce que c'est inné? Évidemment qu'il y a des qualités physiques. Donc, il y a des gens qui sont très athlétiques. Mais il y a aussi des qualités, des traits de personnalité comme l'application. Et donc, je constate que les gens qui ont ce trait de caractère, cette qualité d'être très appliqués, d'être minutieux, c'est aussi lié à la persévérance, constance, tout ça en général. Pour aller plus loin, en étant même désavantagé, en n'étant pas sportif, etc., en étant raide, que quelqu'un qui a des qualités athlétiques, mais qui n'a pas ces qualités ce trait de caractère d'être appliqué. Donc, et ça fait partie des traits profonds de la personnalité qu'il est quand même difficile de modifier. Alors moi, je suis pas quelqu'un de très appliqué, franchement. Tu t'étudies un petit peu, tu peux apprendre à jouer avec toi, te récompenser dans les bons moments, être tolérant dans d'autres, et puis développer aussi ce trait d'être appliqué. Enfin, il y a ce qu'on appelle le shoshin. Donc, garder l'esprit ouvert à chaque fois. Et ça, c'est pour les débutants comme pour les avancés. Donc, c'est même plus difficile pour les avancés. Mais on peut avoir une tendance, quand on est débutant, à croire qu'on a compris la vérité, le truc, on arrive à faire fonctionner. Donc, on a saisi le principe où notre professeur, notre papa est le meilleur, il a la vérité. Et ça peut être un frein aussi assez rapide de développer trop de certitude. D'accord. Et du coup, est-ce que toi, tu as des astuces, justement, tu disais te récompenser. Comment est-ce que tu te récompenses, par exemple, voilà, des petites astuces pour quelqu'un qui ne serait pas appliqué et qui aurait envie de s'appliquer? Est-ce que tu aurais des petits conseils à lui donner? Je me récompense pas souvent parce que je me prive peu. Donc, j'ai pas beaucoup besoin de me récompenser. Moi, c'est m'engager à faire quelque chose. Par exemple, je déteste trahir ma parole. Donc, et prendre des engagements, je peux les prendre avec moi-même. De prendre cette décision, je me dis pas, tiens, ça serait bien si je faisais ça. Et puis, j'attends que ça se passe. Je me dis, ça serait bien si je faisais ça. Quelle est la décision que je prends? Si j'en fais trop, ça risque de me lasser ou je comprends pas au truc. Donc, je vais en faire 10 minutes par jour. Et puis voilà. Et donc, au début, je vais le noter sur un cahier ou sur un tableau Excel, peu importe. Je le note. Et puis quand je l'ai fait, je le barre. Je le note. Rien que le fait de mettre une petite croix, semble-t-il, il y a une libération de je sais plus quelle hormone, oxytocine, si je me trompe pas. Enfin bref. Donc le fait d'avoir tenu mes engagements, d'avoir accompli certains trucs, pour moi, ça me fait du bien. Pour quelqu'un d'autre, ça va être de s'autoriser à acheter un truc, à manger un truc. Il faut pas le faire tout le temps, pas machin, mais il faut se connaître. On a franchement bon, dans les grands traits, on est tous semblables, mais on fonctionne à des motivations un petit peu diverses. Donc voilà, pour quelqu'un tenir son engagement et tout ça, c'est pas quelque chose d'essentiel. Donc voilà, à lui de se connaître. Oui, d'accord. Donc trouver quelque chose vraiment dans le sens, la récompense qui fait plaisir et qui permette à la fois de se décharger un peu de la charge mentale. Ce que tu dis avec les croix, c'est ça? Je trahis pas tes propos. J'essaie de m'engager à faire tel truc, donc, et puis je le note sur mon agenda. Et puis quand je l'ai fait, tac, je coche ce que j'ai réalisé, et je suis content. Et puis et surtout, je mets un gros rond autour de ce que j'ai pas fait, tu vois. Oui, comme ça tu le focus. Voilà, et quand je regarde le truc, tac, et je vois ce rond, ça m'énerve. Les croix continuent, bon,
c'est assez enfantin, mais ça marche pour moi, encore une fois. C'est pas si enfantin que ça. C'est pas si enfantin que ça. Si on regarde Snapchat, c'est exactement le système qu'ils ont utilisé avec leur flamme. Snapchat, c'est un réseau social où quand ils s'envoient des messages, il y a des flammes qui se mettent en place. Et à partir du moment où on en a fait certaines, il y a un nombre. Et les jeunes aujourd'hui qui utilisent beaucoup ce réseau social sont prêts à prêter leur compte à quelqu'un quand ils peuvent pas l'utiliser pour qu'ils gardent leur flamme. Parce qu'ils veulent pas perdre cette série. Oui, j'ai un pratiquant qui m'a parlé de ça, effectivement, l'année dernière. Je crois que je comprenais pas trop le truc, mais enfin, il m'a expliqué effectivement qu'il était arrivé à je sais plus combien de centaines de flammes et que. Oui. Voilà, donc c'est utilisé partout, donc c'est pas si enfantin que ça. Est-ce que pour toi, justement, la vitesse d'évolution, c'est quelque chose d'important, c'est un critère qui est important? Alors pour moi, oui, c'est-à-dire que aujourd'hui moins, mais j'ai été très pressé. Je suis parti au Japon alors quand j'étais jeune, à un moment j'ai décidé de devenir professionnel d'aïkido, et donc je me suis dit ok, donc il y avait l'intérêt d'aller au Japon pour pouvoir découvrir d'autres enseignants, etc. Mais j'avais été un petit peu, j'avais subi une sorte de lavage de cerveau. Enfin, tout le monde croyait que son maître était le meilleur, mais c'était très fortement ancré dans le groupe où j'étais autour de Tamura Sensei. C'est pas lui qui encourageait spécifiquement ça, mais il y avait quelque chose qui s'était mis en place. Donc, je suis parti en croyant quand même qu'il était le meilleur. Donc, c'était pas tant au niveau du degré de pratique que j'attendais des choses au Japon. Un petit peu d'ouverture. Et puis, j'ai pas été déçu. Il y avait du niveau, il y avait de l'ouverture, tout ça. Mais je voulais aussi pouvoir passer mes grades plus rapidement. Les, L'écart entre le nombre d'années qu'il fallait pour pouvoir passer un grade était différent. Puisque au Japon, la Ikigai, c'était sur ton nombre de jours de pratique. Donc, il comptait le nombre de jours de pratique. Il y avait un minimum d'années, mais dans ce nombre d'années, je sais plus, il fallait 200 jours. Après le premier dan, il fallait 200 jours de pratique sur un an pour pouvoir passer ton deuxième dan. Mais alors, ces 200 jours pouvaient s'étaler sur plus d'années, mais le minimum, c'était 200 jours sur un an, si je ne me trompe pas. Et ainsi de suite. Donc, j'étais très pressé, mais j'avais un objectif professionnel. Et puis, ça correspondait aussi à un âge. Aujourd'hui, dans les choses dans lesquelles je me lance, je suis plus aussi pressé. Voilà. Et pour ce qui est des élèves, non, pour moi, c'est pas important qu'ils progressent à telle ou telle vitesse parce que au début, je manquais de confiance en moi, et donc quand je suis devenu enseignant, je considère que le niveau des élèves était un miroir du mien, qu'ils me représentaient. Et donc, s'ils n'étaient pas bons, s'ils n'étaient pas ceci, s'ils passaient pas très vite leur grade, les gens allaient penser que j'étais pas un bon prof, etc. Il y avait cette insécurité. Et d'un côté, ça me donnait beaucoup d'énergie. Et puis, ça ça nourrissait les élèves. Tout ça a été très positif. Mais c'est pas un hasard si j'avais qu'une certaine catégorie de public, très jeune, très dynamique, très engagé, quoi. Je pense que les autres personnes qui venaient, pouf, elles voyaient le truc et puis assez rapidement décrochaient parce que ça leur convenait pas. Il y avait un degré, c'était implicite, c'était pas explicite. Je disais pas tu viens pas assez, etc. Mais c'est un degré d'exigence implicite en termes de vitesse de progression, etc. Voilà, qui était trop élevé. Aujourd'hui, autant je vais avoir des gens il y a plusieurs personnes qui chaque année viennent sur Paris spécifiquement pour faire l'aïkido, etc. Donc j'attends d'eux qui tiennent les engagements qui se sont faits et qui répondent à ce que moi je leur donne. Et ce que je leur donne répond à ce qu'ils essaient d'atteindre. Mais dans le même temps, j'ai des gens qui viennent une fois par semaine, j'ai des gens qui viennent moins que ça. Et j'ai aucun souci avec ça. Ces gens-là, pour peu qu'ils ne se fassent pas d'illusions sur le niveau qu'ils vont atteindre, et puis il n'y a pas de problème. Ce sont des gens qui ont une vie professionnelle riche, familiale, etc., qui n'ont pas le temps ou l'envie, etc., de mettre plus dans la pratique de l'aïkido, mais qui en retirent un bienfait. Et il n'y a aucun souci. Donc, évidemment qu'ils vont progresser. Une personne qui va venir à un cours par semaine progresse moins qu'à quelqu'un qui vient à 3 cours et fait des stages. C'est normal. Mais tout le monde, un bon professeur va réussir, pour moi, à marier tout ça. À chaque fois que quand on change de partenaire,
On doit changer son attitude parce que la personne qui nous fait face, elle n'a pas le même engagement, elle n'a pas le même niveau et que tout ça, ça se respecte. Mais il faut arriver à tirer profit de chaque personne. Alors, je dirais pas, il y a ce truc un peu politiquement correct, j'apprends encore plus avec des débutants, etc. Non, pour moi, ça me semble hors de propos. On peut travailler simplement des choses différentes avec tout le monde. Voilà. Ah, c'est très intéressant, j'apprends plus avec un débutant et le nombre de personnes qui le disent. Et toi, qu'est-ce qu'on peut travailler du coup avec un débutant? Qu'est-ce qui est intéressant pour un gradé, quelqu'un qui a un certain temps d'expérience en Kishinkai? Qu'est-ce qu'il va pouvoir travailler avec un débutant, quelqu'un qui arrive? Ça va dépendre de l'exercice. Alors, juste pour revenir sur j'apprends plus avec un débutant, tu vois, c'est comme le but dans l'interview que j'avais fait de Christian Tissier, il disait ça aussi. Il disait bon, il y a des gens qui disent mon objectif c'est que mon élève soit meilleur que moi, nanani, nanana, nanana, etc. Et j'apprends plus avec un débutant. Tout ça, c'est bien gentil, ça porte un bon sentiment, mais ça me semble être du politiquement correct, tu vois. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu apprends avec un débutant? Alors, souvent les gens disent oui, comme il n'a pas de réaction qui a été travaillée, donc c'est plus authentique. En ce sens, c'est vrai. Mais attention, les débutants peuvent présenter des difficultés dans le sens où ils ne vont pas te donner la situation qui correspond à la technique. C'est-à-dire que si ma technique, elle correspond avec une saisie, avec poussée, et que le débutant, il est statique ou il tire, c'est d'autres mouvements qui sont justes. Et dans ce cas-là, il offre une difficulté qui n'est pas intéressante. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait un autre mouvement, et donc voilà, on travaille autre chose avec le risque de laisser se développer ici que chacun fasse avec son partenaire des choses différentes, etc. Où je fais malgré tout mon mouvement. Donc, c'est un mouvement qui fonctionne sur une poussée, le gars, il tire. Donc, je peux faire comme le mouvement, mais je mets en œuvre des choses qui sont différentes. Je surmonte une résistance qui n'aurait pas lieu d'être. Pour moi, un mouvement juste, il n'est pas difficile parce qu'il est adapté à l'attaque. Donc, c'est quand le mouvement se réalise facilement que tu sais que tu as pris le bon mouvement. À chaque fois qu'il y a une résistance ou quoi, en aïkido, pour moi en tout cas, tu n'es pas sur le bon cheminement. Et donc, la réaction neuve, quelque part, du débutant, quand tu as fait la technique, si tu as donné le bon cadre, elle est intéressante. Mais par contre, le cadre qui est un peu déplacé, est-ce que je peux faire quand même ma technique? Non, parce qu'en fait, tu fais pas la meilleure technique, tu fais pas la technique qui sera adaptée. Peut-être que tu as quand même passé ta technique dans un cadre qui était déplacé, mais c'est comme réussir à planter un clou avec un tournevis. Ouais, tu peux le faire, mais enfin, c'est pas, je vois pas l'intérêt, quoi. D'accord, voilà. C'est intéressant justement parce que ça sort un peu du discours politiquement correct qu'on entend le plus souvent. Tu le sais, moi je suis incorrect politiquement. Oui, mais c'est pour ça qu'on t'interviewe, parce que c'est intéressant, et c'est ce qui fait que, bon, on y reviendra sur une prochaine interview, mais t'as été critiqué, et voilà, on reviendra dessus. Comment un élève peut savoir si sa progression est bonne? C'est-à-dire, est-ce que lui, tout seul, il a moyen de savoir si sa progression est dans le bon sens, ou est-ce qu'il est obligé d'avoir l'enseignant derrière? Comment il peut faire? La première chose, c'est que ses capacités vont évoluer. C'est-à-dire qu'il va arriver à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire avant. Donc, l'élève qui n'arrivait pas à chuter va arriver à chuter. Tu n'arrivais pas à faire un coup de pied particulier, tu arrives à le faire. Donc, ton évolution, elle est claire ici. Est-ce que tu n'évolues pas assez rapidement? C'est aussi au regard de la façon dont évoluent des gens auxquels tu peux te comparer globalement, qui ont commencé à peu près en même temps que toi, qui ont à peu près les mêmes aptitudes. Et si tu vois qu'avec la même capacité, la même quantité d'entraînement, ils vont plus vite que toi, peut-être que tu t'es perdu à un moment où tu fais pas attention à tel truc, où tu fais attention à des choses qui sont accessoires. Donc ça peut être une chose. Bien que, encore une fois, il faut prendre ça, se comparer aux autres avec beaucoup de précautions. Beaucoup de distanciation, c'est juste pour avoir une information. Et il peut y avoir une sorte d'émulation, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans la compétition, parce que la compétition devient l'objectif.
Donc, et c'est très facile de passer de l'émulation à la compétition. Généralement, ça commence comme une émulation et puis. Enfin, est-ce qu'on a besoin du professeur? Oui, mais aussi peu que possible. En tant qu'enseignant, je considère qu'un de nos objectifs, c'est de rendre les élèves autonomes. Donc, c'est une image que j'ai déjà donnée par le passé, mais les enseignants se conduisent souvent avec leurs élèves comme des petits amis jaloux. Et donc, pourquoi t'es allé en voir un autre, où tu étais, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là, et on veut garder l'élève le plus longtemps possible. Et je pense que j'avais écrit un article qui s'appelle Ta mère est un bon hockey, mais c'est aussi ta mère est un bon professeur, par les violences, etc. Mais bon, ta mère a envie de te rendre autonome le plus rapidement possible, donc elle est contente quand tu essayes de commencer à te nourrir, même si tu mets ta cuillère dans ton oreille au départ. Bon, voilà, tu vois, ça fait goûter la serre, on te le montre une fois, on essaie de te laisser faire. Tu fais un nœud, bon, ok, ça prend la tête, mais voilà, tu t'es fait le nœud, etc. Tu veux amener la personne à l'autonomie. Et il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de validation. Est-ce que je fais bien? Est-ce que tu peux me regarder? Ou tu te rends compte des élèves qui te regardent du coin de l'œil pour voir si tu les as regardés, s'ils ont bien fait, si machin. Il faut pas nourrir ça, ce sentiment d'insécurité. Alors, il faut pas être abrupt, mais il faut réduire de plus en plus ce type de retour pour que la personne soit capable d'évaluer où elle en est. Et ça, dans l'évolution, c'est hyper important. Tu peux pas avoir d'action juste si tu n'as pas une perception juste. Et la perception, elle est de ton environnement, mais de toi-même, de ce que tu es capable de faire, de l'évolution de ces choses-là. Donc, il faut donner un retour, il faut être encourageant, il faut être présent, mais voilà, il ne faut pas répondre à toutes les sollicitations de demande de validation des pratiques. D'accord. On mettra le lien de l'article en question qui est très intéressant, on le mettra en dessous. Alors, je ne sais pas si vous regardez actuellement sur YouTube ou sur le blog, mais vous aurez le lien juste en dessous pour aller consulter l'article de Léo. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui vient s'essayer à l'aïkido, mais qui par exemple aurait fait du karaté, aurait fait une autre discipline, même de la boxe ou quoi que ce soit, est un débutant? Il est débutant dans le sens où c'est probablement un contexte, un cadre qui est différent. Le cas de l'aïkido est un peu particulier parce que bon, dans toute discipline, on peut un petit peu varier le contexte, hein, mais le cas de l'aïkido, c'est une discipline récente et qui a un cadre très ouvert, donc on peut en faire. Certains en font vraiment un exercice d'opposition rituelle. Ça peut être le cas. Certains au Japon en ont fait un sport de combat. Et puis, donc, moi, je le vois comme un art de survie. D'accord. Mais encore une fois, c'est un contexte que je mets en place parce que l'art est issu de disciplines d'une époque où c'était des arts de survie. Donc voilà, c'est assez flexible. Aujourd'hui, il y a une grande confusion entre le combat accepté, pas accepté, le combat rituel, sportif, le duel rituel, le combat de survie, et donc il peut amener un duel de survie si on n'est que deux, toutes ces choses-là. Et c'est pour moi la difficulté, c'est d'expliciter à mes propres élèves, même qui sont avec moi depuis un certain temps, et puis aux gens qui arrivent, le contexte dans lequel je souhaite qu'ils travaillent. En ce sens, oui, souvent les gens sont un peu débutants parce qu'ils viennent avec leur contexte et puis ils imaginent qu'il y a un autre catalogue technique, mais ils viennent avec l'esprit de là où ils sont. Donc ça peut être un duel rituel, tu vois, même si c'est pas une discipline sportive, les choses on va dire oui. On met une éthique en avant, le gentleman, on n'attaque pas par derrière, on fait pas ceci, pas de trucs sales, etc., etc. Même si on n'a pas développé de version sportive, c'est avec des règles très propres, etc. Il y a les gens qui viennent de disciplines sportives, etc. Enfin, voilà. Donc, chacun arrive avec son petit cadre, et puis leur expliquer que nos techniques ne font sens que dans un cadre particulier, que sortie de ce cadre, ça fait moins sens, et que certaines de leurs techniques qui sont très pertinentes dans leur cadre, arrivées dans le nôtre, n'ont pas tellement d'intérêt.
Voilà, c'est ça. En revanche, quelqu'un qui vient d'une autre discipline, pour peu qu'il ait une certaine expérience, il sait apprendre. Donc apprendre une discipline, c'est pour ça que tu peux, si tu as bien appris à apprendre dans ton domaine, que ce soit la danse, les arts martiaux, la gym, machin, etc., quand tu vas aborder une nouvelle discipline, tu iras plus vite. Donc en ce sens, voilà. Donc je m'adapte à chaque cas. Après, quand je donne un cours, de toute façon, je considère toujours que tout le monde est débutant, même quand je suis avec des avancés, dans le sens où j'explicite les choses, je pose un cadre. Pour ceux qui le connaissent déjà, c'est bien. Ça leur fait un rappel. Pour ceux qui avaient une méconception, une conception erronée, ça leur permet peut-être de corriger ça. Je m'astreins à toujours être très précis. Après, de toute façon, si c'est le même cours, on travaille la même chose. Quand ils vont le travailler à divers degrés de profondeur. Mais tu ne perds rien à être clair, précis à chaque fois. Mais du coup, le fait d'être précis, est-ce que tu vas à un degré de précision? Tout à l'heure, tu parlais de certains concepts qui sont compris à partir d'un moment d'avancement. Est-ce que tu t'arrêtes à un degré de précision pour les débutants? Est-ce que tu arrives à faire plusieurs niveaux dans une explication? Est-ce que... Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que jeune enseignant. Oui, oui, bah de toute façon, moi, quand je dis aux gens, quand ils viennent à un stage, si vous avez vraiment intégré une chose dans le stage, une seule chose, ça sera vraiment super. Je ne compte plus le nombre de stages auxquels j'ai participé où j'ai rien retenu. J'ai passé un bon moment, j'étais content d'avoir su, etc. Mais en fait, non. Donc, on essaie de tout intégrer, bien sûr, mais essayer de saisir une idée qui nous séduit vraiment et dire ça c'est vraiment important ce truc-là, ça c'est vraiment important. Et puis moi, ça m'arrive de le préciser aux gens. Je passe, j'explique, je donne surtout en stage, je donne beaucoup plus d'explications qu'à mon dojo. Et en stage, donc je dis aux gens une chose. Et puis parfois, ça m'arrive de dire à un pratiquant, toi, si tu retiens ce truc-là, ça sera super. S'il retient plus de trucs, c'est bien, tu vois, mais s'il retient une chose, ça sera super. Donc, de toute façon, quand tu reçois que par rapport au niveau où tu es, comme les livres, par exemple, je relis certains livres qui m'ont paru intéressants à un moment, parce que avec 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, je vais sans doute, je l'espère, avoir une autre lecture et voir des choses qui m'avaient échappé les premières fois. Donc voilà, une explication elle va être comprise à différents niveaux par chaque personne, quoi. Donc c'est la même explication, mais selon le niveau de compréhension, on va réussir à aller plus ou moins loin. Je reviens sur ce que tu disais sur les stages, c'est vrai que tu es hyper bienveillant. Voilà, on a eu la chance de faire un stage avec toi. Je vous invite à lire l'article qu'on a fait dessus. Il est vraiment. Enfin voilà, c'est. Si vous avez l'occasion d'aller en stage avec Léo, n'hésitez pas. Peu importe la discipline, vous serez toujours bien accueillis et c'est un bon moment. Donc vraiment, je pense que c'est enrichi. Du coup, jusqu'à quand on est un débutant pour toi? Parce que ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on reste un débutant tout le long? Est-ce que finalement, à un moment, on est avancé? Il faut garder l'esprit du débutant? Alors l'esprit du débutant, oui, il faut vraiment le garder. Yamaguchi Sensei, il en parlait dans un article que je disais tout à l'heure, qui était vraiment bien. Et c'est pour les avancés qu'il est difficile d'être un débutant. Je le vois chez moi, je le vois chez les pratiquants avancés du Kishinkai, je vois toujours ça. Quand je vois un avancé qui fait preuve du Shoshin, c'est vraiment émouvant, tu vois. Quand j'ai réussi à en faire preuve, je suis vraiment content, tu vois. Je suis content parce que ça m'est difficile et ça m'arrive rarement. À partir de quand on n'est plus un débutant, c'est complètement aléatoire, c'est-à-dire arbitraire. Est-ce que c'est quand tu sais nouer ta ceinture et que tu connais les techniques du premier cube de ton école? Est-ce que c'est quand tu es ceinture noire? Est-ce que c'est machin? C'est à chacun de le déterminer. Tu vois, certains considèrent que la ceinture noire c'est un achèvement, d'autres considèrent que c'est le début. Aux États-Unis, les gens fonctionnent beaucoup par objectif. C'est un peuple qui est très clair, très business, et ça a les avantages et les inconvénients. Mais voilà, c'est leur type de fonctionnement. Et tu as des gens dont l'objectif c'est la ceinture noire. Et ils considèrent que tac, avec la ceinture noire, machin. Et pourquoi pas? Je dirais la ceinture noire, c'est comme d'avoir un brevet de secouriste amélioré, avancé. Mais voilà, ça fait pas de toi un chirurgien. Mais
mais tu connais les trucs de base. Enfin, une ceinture noire qui a été formée correctement, elle connaît quand même les trucs de base, elle pourra faire face à la majorité des situations. Voilà. Comme toi, avec ce que tu as appris en secourisme, ça peut probablement, pour la majeure partie des gens, ça peut suffire durant toute leur vie pour faire face aux problèmes auxquels ils vont avoir à faire face, tu vois. Tout le monde n'a pas besoin d'être un neurochirurgien, tu vois. Donc, mais par contre, tout le monde gagnerait à avoir son brevet de secouriste et un peu plus. T'as pas besoin de savoir nager le 100 mètres ou le 50 mètres en tel temps. Et c'est quand même pas mal que tu puisses savoir nager un petit peu en mer, tu vois. Bon. Oui, donc ça dépend des objectifs en soi, si je résume, et aussi de la façon dont tu vois la chose en fait finalement. Parce que débutant, c'est aussi, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je me trompe, ça dépend de où tu mets le curseur et par rapport à quoi tu te compares, C'est ça, c'est c'est ça. ça? Où tu mets ton Ok. curseur. Pour quelqu'un, une fois que tu as passé XQ, tu n'es plus débutant. Pour quelqu'un, une fois que tu es premier dan, tu n'es plus débutant. Euh, c'est vrai que pour moi, j'ai du mal à dire qu'en fait, c'est à partir du premier dan parce que tu vas pas dire, enfin, quelqu'un qui s'est engagé dans la pratique, qui vient une fois et demie par semaine et qui est là depuis 2 ans, 3 ans, je considère plus que c'est un débutant. Il est probablement pas ceinture noire, tu vois. Donc, après, c'est vrai que la ceinture noire, tu as passé un cap, mais pour moi, avant ça, déjà, tu as dépassé le cap du débutant. Mais je peux comprendre que. Après, encore une fois aussi, c'est s'attribuer des paroles qui viennent d'un autre contexte, c'est-à-dire que ça vient du Japon de dire que tu n'es plus débutant à partir de la ceinture noire, enfin, que c'est le premier pas vraiment, etc. Euh, c'est une époque où les gens pratiquaient plus. Il faut voir que dans les universités, par exemple, où ils vont pratiquer 4 fois, 5 fois par semaine, 2 heures à chaque fois. Les gars, ils passent facilement le premier dan en une année, tu vois. À l'Aikikai, tu passes le premier dan en 2 ans. Donc, enfin, si tu vas régulièrement, je crois que le premier dan, Bien sûr. 300 jours en 2 ans, si je ne me trompe pas. À partir de là, on peut le dire, tu vois. Mais voilà, de nos jours, C'est un autre contexte. ouais, c'est un autre contexte. Quelqu'un qui a fait un cours et demi par semaine pendant 2 ans, 3 ans, pour moi, ça n'est plus un débutant, même s'il n'est pas encore ceinture noire. Et avec tout ce que tu fais, c'est une petite question qui me vient parce que tu parles de temps de pratique. Est-ce que tu trouves le temps de t'entraîner toi-même? T'as encore le temps avec tout ça? Oui, alors c'est le luxe que j'ai. Chez les enseignants, si tu veux, tu as deux types d'enseignants. J'avais déjà dû aborder ce sujet quelque part, mais tu as col blanc, col bleu de l'aïkido, tu vois. Oui. Et col bleu, il y a une certain nombre de professionnels en France qui sont col bleu, je dirais de l'aïkido, ouvrier de l'aïkido. Et j'ai été un moment, après mon premier séjour au Japon, où tu vas faire entre 20 et 30 heures de cours par semaine. Attention, 20-30 heures de cours par semaine, moi j'en étais à presque 30. Le temps que tu fais entre chaque dojo, là, retour, à te changer, te rechanger, la douche que tu prends, c'est 50-60 heures. Dans ces conditions-là, tu n'as plus l'envie, tu n'as plus l'énergie de t'entraîner. C'est clair. Moi, je donne 3 cours d'une heure et demie par semaine, à 10 minutes de chez moi à pied. Ouais. Et puis après, c'est le week-end. Donc je pars, bon, ça dépend, on va dire, ce vendredi ou samedi matin, et puis je rentre le dimanche après-midi. Une semaine sur 4, en gros, je pars, je fais des stages une semaine, mais voilà. Donc c'est l'essentiel. Et maintenant, j'hésite pas, et je m'en excuse, mais j'hésite pas à mettre parfois les gens avec qui je travaille, par exemple sur Yashima, un petit peu dans la merde, parce que je rends les trucs en retard au dernier moment, parce que j'avoue que je transige pas sur ces moments d'entraînement. Donc j'ai de l'entraînement quotidien sous diverses formes, etc. Mais ma recherche, et ça peut prendre la forme de pratiques martiales seul ou avec des amis, c'est une chose. Mes recherches dans mon entretien avec la musculation, c'est une chose. Mes recherches dans les exercices de mobilité, d'assouplissement, ça c'est une chose, mais je ne transige pas et ça, j'en ai ma dose quotidienne. D'accord. Oui, donc t'as appris en fait à mettre le haut là et à prendre du temps pour toi. Et, ouais, et surtout ma situation professionnelle actuelle, le fait que je puisse vivre grâce au stage, me permet ça.
Ouais. Et c'est un luxe que j'avais pas auparavant, que je ne comprenais pas. C'est vrai que ça m'apparaissait bizarre que Maître Tamura ne donne que 2 cours par semaine et absolument pas tous les mois de l'année dans son dojo à Brasse. Je me disais, mais pourtant, il a le temps de faire plus, il pourrait, jusqu'à ce que je comprenne que, voilà, en fait, il avait son propre travail, son évolution, etc., etc. Et que, pour ça, donc, il donnait que 2 cours par semaine. Christian Tissier aussi, depuis un certain nombre d'années, me semble-t-il, il enseigne sur 2 jours par semaine. Donc, il se garde aussi ce temps de réflexion, de recherche, de pratique, de tout ce que tu veux. Oui, mais je pense que c'est important quand on est enseignant, si on a le choix. Je pense que c'est quand même une richesse pour les élèves. Ça se voit que ces personnes ont le temps de chercher et du coup, ça apporte énormément. Moi, je le vois, bah, encore une fois, quand je suis venu à ton stage ou à chaque fois qu'on peut échanger, que ce soit sur ton blog, hein, encore une fois, on mettra le lien parce que tu as des pensées qui sont très très intéressantes. Voilà, c'est grâce, je pense, à ces temps que tu arrives à te réserver aussi qui permettent d'enrichir. Les principes, je t'ai souvent entendu parler de principes, de rythme, de choses comme ça. Le relâchement, par exemple. Comment est-ce que tu les abordes avec les débutants? Est-ce que les débutants doivent rentrer en fait dans la discipline par le principe ou par la technique selon toi? Euh, c'est simultané, c'est indissociable, mais encore une fois, au départ, tu peux le verbaliser, mais il peut le comprendre intellectuellement, ça ira pas très loin. Mais c'est important de lui donner ce support qui intellectuel qui va remplir avec son expérience. Donc, j'essaie d'expliciter les choses, mais surtout de faire sentir très vite, très rapidement. Voilà, donc, les débutants, je vais rapidement leur passer un mouvement, les guider quand ils vont faire un mouvement. Alors, après, dans mon dojo, j'ai le luxe d'avoir plein d'élèves qui travaillent avec moi depuis un certain nombre d'années. Donc, en plus, ça se fait vraiment très naturellement, la prise en charge des nouveaux pratiquants, quoi. Et voilà, donc, expliciter le principe, le faire sentir tout de suite. Tout de suite, le faire sentir. Mm. Voilà, pour moi, il ne doit pas y avoir de ou, tu vois, c'est Mm. euh, une simultanéité des choses. Alors après, oui, j'ai noté une autre chose, créer la situation dans laquelle l'élève va se l'approprier, ce principe. Alors, ce que je fais très souvent, c'est que je montre une technique et je donne pas trop de détails. Et puis après, je vais aller expliciter. Moi, parcours, c'est vraiment rare que je fasse plus de 2, 3 techniques. Il m'arrive de faire des stages de 3 heures, 2 heures et demie avec une seule technique, parfois deux. J'aime, tu vois, que la personne le fasse. Puis après, je vais reguider, dire voilà, là, peut-être en ajoutant ça, en enlevant ça, on va se rapprocher du principe. Là, c'est ça qu'on cherche à mettre en œuvre, etc. Euh, créer des problèmes. Pour moi, la technique, je considère toujours comme une sorte de casse-tête chinois physique. C'est-à-dire que tu une technique en soi, c'est pas très magique. Bon, t'as une technique de levier très basique. Bon, ok, ça c'est. Mais le surplus d'efficacité que tu peux voir chez un expert, il vient parce qu'il a réussi à résoudre le problème particulier que posait cette technique. Donc, et c'est pour ça qu'il y a différents niveaux d'application de la technique. Dans la forme, pour moi, ça change pas tellement. Ce qui change au niveau de la forme, dans le niveau d'application de la technique, là, quand tu places plus ton petit doigt là, c'est de l'ordre des trucs. C'est effectivement, il y a des choses comme ça, mais c'est plus anecdotique. Moi, je perds plus trop de temps avec ça. Mais c'est dans le fond, dans l'application des principes à l'intérieur de ton corps, sur ton partenaire, etc., qu'on va sortir des principes biomécaniques simplistes, voilà, qui sont pas faux, hein, mais qui donne une efficacité qui est un peu limitée. Du coup, nous, dans notre école de Jiu-Jitsu, on a Armand Vallée qui a tendance à dire la technique est un moyen pour arriver au principe, c'est pas le but en soi. Tu serais plutôt d'accord avec ça ou... Oui, la technique est un moyen pour arriver au principe, pour toucher le principe, pour s'approprier. Tout à fait, oui. Oui, c'est pas la fin en soi, du coup. Le truc, c'est que le principe, il doit s'exprimer quelque part. Il y a eu
j'ai été pris un moment dans une tendance avec les maîtres Kuroda, Kono, Shino, Akuzawa, tout un tas d'experts de très très haut niveau, qui ont essayé de mettre en place des méthodes simplifiées d'accès direct au principe. Et ça m'a passionné, mais je pense que c'est une erreur au final. Parce que ce n'est pas comme ça qu'ils ont atteint ce principe. Déjà, alors c'est louable d'essayer de trouver un moyen plus rapide pour les gens, mais non seulement eux, mais aussi des générations et des générations durant des siècles ont utilisé la technique et il y a des personnes dans le passé qui ont pensé aussi à des exercices comme ça. D'ailleurs, il en reste quelques traces succinctes dans quelques écoles, dans quelques cours. Mais au final, tu te retrouves à devenir bon dans des exercices, tu vois, parce que pour toucher le principe, tu vas dans un exercice ultra simplifié et ça ne vit pas ailleurs. Après, il faut réinvestir au cas par cas. C'est pas que le principe est intégré et puis il rejaillit dans les techniques. C'est ce que j'ai cru et finalement, l'observation me fait penser que non, ça ne fonctionne pas. Quand je vois les résultats chez leurs élèves, je trouve ça très peu satisfaisant. Quand j'ai fait chez mes élèves, j'ai vu qu'ils devenaient pareil, bons dans les exercices que j'avais sélectionnés, mis en place et autres, mais que ça ne se réinvestissait pas bien, que le cursus technique, qui n'est pas le but, mais l'outil qui te permet d'avoir une intégration concrète des principes, parce que tu dois travailler tous les principes tout le temps, dans toutes les techniques, etc. Donc c'est beaucoup plus, ça t'oblige à l'avoir intégré plus profondément. Oui, parce que les principes sont pas finalement facilement transférables, c'est le fait de varier les techniques qui permet de... L'exercice qui manifeste le principe, oui, oui, il n'est pas transférable. Ouais, ça se transforme pas très. J'ai une question maintenant sur le vocabulaire. Souvent, il y a des professeurs qui pensent que le vocabulaire est nécessaire et il faut absolument l'avoir. Et d'autres disent que c'est pas important finalement. Tu te situes où toi par rapport au lexique, notamment le lexique japonais? Je trouve que c'est important d'avoir un langage commun, surtout quand tu vas voyager hors de ton dojo dans ta discipline. Sinon, comment tu vas appeler une technique Illuminage, alors tu fais la technique où tu contrôles le bras, tu rentres derrière le gars, tu le fais tourner, tu le descends, tu le remontes, enfin, tu vois, on n'en finit pas. Il faut pas que le problème avec ça, c'est que nommer quelque chose, c'est limité, bien sûr, et associer une technique à une façon de faire, un machin, etc. Donc là, on dit, ouais, mais non, ça, c'est pas Iriminage, parce qu'on l'a vu faire d'une certaine façon, parce que notre prof le fait comme ça, et on a restreint Iriminage à ça, à notre expérience. Non. Mais ça doit quand même être suffisamment précis pour que, tu vois, avec un certain nombre de variantes d'expression, on puisse reconnaître aussi. Et ça nous permet d'échanger avec des gens de façon plus efficace, plus rapide. Après, sur le vocabulaire, on a un gros problème en Aikido. Avec les experts que j'ai été interviewés, les élèves directs d'O-Sensei, je leur ai demandé à chaque fois comment O-Sensei appelait cette technique, est-ce qu'il utilisait ce terme ou ce terme, etc. Et les réponses ne concordaient pas du tout. Alors à un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est un truc d'époque. Ah non, parce qu'il y a des mecs à la même époque qui me racontent des choses différentes. Alors c'est vrai que pour tous, c'était 50 ans en arrière, tu vois. Donc bon, ok, peut-être que la mémoire leur a joué des tours. Peut-être que certains, il y avait des visées aussi politiques derrière, ça arrive, il y a diverses raisons, mais en Aikido, notre vocabulaire n'est pas défini. Alors nous, on essaie dans notre école de le définir et je pense que chaque école devrait faire cet effort. Et puis après, il convient de préciser quand tu passes d'une école à l'autre s'il y a des nuances, des variations. Il y a aussi le problème pour l'aïkido et les disciplines japonaises en général, que ce sont des termes japonais. Kawashi, il avait essayé de simplifier en disant première de hanche, deuxième machin, un truc. Ça pose un autre problème. Dans les diplômes d'enseignement brevet fédéraux et brevet d'État, par exemple, on ne t'apprend pas l'étymologie de ces termes. C'est assez déplorable, mais des experts très très haut gradés ne connaissent pas la traduction souvent des mots. Donc, ils vont te traduire parce que ce que
eux ont vu quand ils ont entendu le mot. Tu vois. Ouais. Donc, côté Gaïchi, et ils voient ce mouvement et puis donc, ils disent côté Gaïchi, torsion de poignet. Mhm. Côté, c'est plutôt l'avant-bras et Gaïchi, c'est retourné. Donc, il y a plein de variations, etc. Euh, donc, côté Gaïchi, torsion de poignet au retournement d'avant-bras, c'est quand même une différence assez importante. Où, quand tu dis Kaeshi Waza, les gens pensent à contre-technique. Mais Mhm. Kaeshi, c'est rendre, retourner. Quand tu rends un livre à la bibliothèque, c'est Kaesu. Donc, mais avant de retourner, il faut l'avoir reçu. Donc, ça donne une idée du principe sous-jacent au Kaeshi, qui n'est pas une résistance, qui n'est pas empêché de faire la technique. Ça peut Mhm. marcher, c'est une stratégie aussi. Mais on n'appellera pas ça Kaeshi Waza. Euh, donc voilà, le vocabulaire est important et aujourd'hui, on a un déficit de connaissances, de compréhension. Euh, j'ai eu un livre il y a pas longtemps qui était que sur le vocabulaire dans les arts martiaux et les traductions et le livre il est hyper épais, il y a plein de... Tu vois. T'as pas la référence par hasard pour ceux qui pourraient être intéressés à Euh, de tête? je regarderai, ouais, j'essaierai. Ouais, on le mettra en lien. On le mettra en lien. Et c'est pareil, t'as peut-être quelqu'un qui voudrait apprendre un peu le japonais par curiosité, quelque chose pour pouvoir mieux comprendre les techniques. Est-ce que t'as quelque chose à lui conseiller? Alors ça, c'est un bouquin qui parle que d'aïkido. Euh, Ok. Ouais, ça c'est. il est en anglais et je ne l'ai pas lu. Donc, Ok. je l'ai juste feuilleté. Il y a des trucs qui sont inutiles quand même dedans, de ce que je peux voir. Mais en admettant même qu'il n'y ait que ça d'intéressant, tu vois, ça ferait une trentaine de pages. Mhm. Et, tu vois, Ouais. c'est un minima que les gens devraient avoir. Donc, encore une fois, toutes mes réserves sur ce bouquin, je l'ai acheté parce qu'il m'a l'air intéressant. Je ne connais pas le gars qui l'a écrit et je ne l'ai pas lu, je l'ai juste feuilleté. Hein. D'accord. Mais c'est le type d'ouvrage qui serait nécessaire. Euh, Après, pour apprendre le japonais, c'est très différent. Pour moi, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas réellement d'intérêt à apprendre le japonais. Il y a une personne qui m'avait fait le reproche une fois quand je lui dis c'est pas la peine d'apprendre le japonais, etc. Donc, je voulais garder des secrets pour moi. Et j'aurais aimé que ce soit le cas, tu vois. Maintenant, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, le japonais est une langue très vague, très imprécise, à l'inverse de l'anglais qui est presque trop précis. C'est vraiment une langue de marchand. Et donc, et la transmission ne se fait pas. La transmission, elle est claire, elle est étudiée dans les arts martiaux japonais, mais elle ne se fait pas. Elle passe pas par le verbal, très peu par le verbal. Et la quantité d'efforts que ça va demander pour apprendre le japonais, elle est bien trop importante par rapport aux bénéfices pour ta pratique martiale. C'est complètement déséquilibré. Après, si tu as envie d'apprendre le japonais parce que tu as envie d'être un mec japonais, que tu as machin, voilà, très très bien. Mais si clairement ton objectif c'est pour être meilleur dans les arts martiaux, tu passes à côté du truc, tu t'illusionnes et tu perds un temps précieux qui ne reviendra jamais. Ouais. Dans le passé, les maîtres d'arts martiaux, c'était pas des maîtres de philosophie. Alors aujourd'hui, tu peux avoir éventuellement quelques maîtres qui vont en parler, mais même moi au Japon, franchement, c'est hyper rare que j'ai croisé des profs qui faisaient des discours philosophiques. C'est vraiment une telle minorité que là, j'en ai qu'un seul qui me vient à l'esprit, c'est Maître Sasaki, qui était prêtre Shinto, etc. Il y a une interview que je vous conseille sur mon blog de lui. Voilà, mais c'est vraiment une exception. Et puis c'est pas l'art martial au Japon, c'est pas ça. Ça passe vraiment par la pratique physique. Voilà, donc trop de temps investi dans des choses qui ne te font pas progresser. Tout à fait. Donc, quelle est la qualité physique ou morale qui fait que le débutant va pouvoir progresser et atteindre son objectif? Les qualités qui me semblent importantes, c'est sensibilité physique et mentale. Alors, physique, c'est vraiment la qualité de perception vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Donc, sentir ce qui se passe dans notre corps. Alors, ça se développe, hein, comme ce sont des qualités qui se développent.
et vers l'extérieur, travailler ses perceptions. Ensuite, mental dans le sens où être sensible à tout ce qui se passe dans le dojo, être observateur, les interactions, comment se placer, etc. Tout ça, c'est toutes ces actions physiques, elles découlent d'une perception juste. Voilà, la sensibilité, c'est ce qui te permet d'avoir une perception juste, c'est ce qui permet d'avoir l'action juste. Après, j'avais noté, après, de façon plus particulière, mentalement, la persévérance, dont on parlait tout à l'heure. Donc, la constance est beaucoup plus importante que l'intensité. Mieux vaut avoir une constance et puis des pics d'intensité. Et c'est pas grave si en général l'intensité est assez basse. Et puis, et ça vaut beaucoup mieux que d'avoir une grosse intensité et rien, grosse intensité, rien. Je pense pour les musiciens, vaut mieux 10 minutes par jour que 1 heure par semaine. Et après, le relâchement. C'est-à-dire que il y a plein de qualités à avoir, etc. Mais le relâchement, c'est ce qui te permet de t'économiser, qui te permet de durer, etc. C'est une qualité en plus qui se travaille efficacement jusqu'au dernier jour. Alors que l'explosivité, par exemple, clairement, il y a un moment où ça va descendre vite. Donc le relâchement, la persévérance et la sensibilité. Voilà. Merci pour ces très bons conseils. Et enfin, on avait une question dans ton enseignement. Est-ce que tu abordes toutes les formes de pratique de l'aïkido avec le fait de travailler au sol, le travail des armes d'entrée, ou est-ce que tu attends et tu insères graduellement la pratique, les différents types de pratiques? Non, j'utilise les différentes formes de travail tout de suite, avec tout le monde, avec les débutants, etc. Alors après, le cadre peut être plus ou moins ouvert. Donc, mais le travail libre, par exemple, le travail du combat, alors je sais qu'il y a beaucoup d'écoles d'aïkido où c'est pas travaillé, mais nous on travaille le combat, tout ça, c'est encore une fois, le cadre peut être plus restreint en début d'année ou avec des débutants, etc. Mais toutes les formes de travail sont travaillées tout de suite. Après, on est obligé de faire avec un système qui est tout à fait moderne. C'est-à-dire que cette idée d'arriver au même moment, tous ensemble, d'être alignés, d'avoir la même tenue, tu vois, ce côté os-os, ouais. Ça vient de l'Occident. On a intégré ça dans les arts martiaux japonais quand ils ont fait venir les militaires allemands, anglais et français au Japon à l'époque Meiji. Auparavant, il faut considérer un dojo comme un endroit où les gens venaient à n'importe quelle heure de la journée et puis travailler seul. S'il y avait quelqu'un, donc il travaillait avec lui. Le professeur lui disait tiens, toi travaille ceci, cela. En Occident, c'est pareil. Ce qu'on appelle la leçon, le maître d'armes, il est avec, je sais pas, 4, 5, 6 élèves. Et voilà. Donc, il y avait, dans le même temps, les cours-lieux aussi étaient organisés pour qu'il y ait une progression. Et donc, comme les casse-têtes chinois, tu as des niveaux. Là, c'est pareil. Tu allais apprendre les techniques dans un certain ordre. Pas que les techniques fonctionnaient moins bien, etc. C'est des techniques que tu es capable de mettre en application dès le départ. On a besoin de ça. Parce que si tu remets dans le contexte le plus ancien, tu pouvais partir sur le champ de bataille, ci, cela. Donc, on a besoin de te former très rapidement. Hein. Donc, bien sûr, mais après, il y a la sophistication qui arrive. Mais ça arrivait graduellement. Alors aujourd'hui, tout ça a volé en éclats parce qu'on n'a pas 3 ou 4 élèves, mais qu'on peut en avoir 20, 30 ou plus. Hein, et que tout le monde pratique au même moment, généralement les uns avec les autres. Donc, il a fallu développer des nouveaux outils pédagogiques depuis un siècle, quoi. D'accord.
Donc, et donc du coup, toi, tu es plutôt adepte de la méthode plus ancienne, où c'est plus finalement adapté à chacun, ou si j'ai bien compris, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est plus adapté à chacun finalement, et on est un peu moins protocolaire, ou tu es plutôt adepte de la méthode moderne très protocolaire. Alors, comment dire, je dirais que je fais faire la même chose à tout le monde. Euh, Mhm. euh, enfin, ça m'arrive des fois de séparer en 2 ou 3 groupes, mais c'est relativement rare. En général, on travaille la même chose, et puis donc je vais préciser en passant avec les uns et les autres de se concentrer sur tel élément, etc. Mais c'est sûr que c'est une contrainte qui pèse plus sur le professeur que sur les élèves d'ailleurs. Hein. Si le professeur fait son boulot, ça lui demande beaucoup plus de boulot que s'il avait un groupe homogène de niveau, un groupe beaucoup plus restreint. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas vivre avec ça, c'est impossible. Hein. Et puis les gens, de toute façon, ils peuvent pas venir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y a le week-end pour les stages, et puis en semaine, ils viennent le soir après leur boulot, donc tout le monde arrive Mhm. au moment. Donc tu peux plus vraiment dire, voilà, un pratiquant, il va apprendre d'abord Ikkyo pendant tant de temps, puis après il va apprendre ça, ceci, ça, comme ça, comme ça. Euh, et les Koryu qui ont préservé ce système, qui est dans leur ADN, hein, Mhm. et ils sont limités en termes de développement. Bon, ça les dérange pas. De toute façon, un Koryu, ça n'a pas vocation généralement à avoir une diffusion avec des milliers d'élèves. C'est arrivé quelques Koryu qui a été très, très largement diffusé, mais généralement c'est relativement restreint, donc ça leur pose pas de soucis. Euh, mais ça va à l'encontre de la diffusion de masse. Il y aurait un, un dixième, même pas moins des pratiquants d'arts martiaux aujourd'hui, si on avait continué à adopter ce système avec très peu de pratiquants à la fois. Donc voilà, on n'a plus ce luxe, et c'est une charge qui repose sur les enseignants. Est-ce que ça vient pas, alors désolé, je reste un peu curieux parce que comme tu as beaucoup voyagé, ça m'intéresse. Est-ce que tu penses que ça vient pas aussi de l'esprit plutôt occidental qui a du mal à se cantonner à faire la même chose, alors qu'au Japon, ils ont cette facilité, on leur dit c'est la règle, ils vont suivre la règle plus facilement. Oui, mais quelque part, si tu veux, c'est vrai qu'au Japon, les gens posent moins de questions, et on le voit aujourd'hui avec la crise actuelle. Enfin, c'est même pas juste le Japon, c'est toute l'Asie. Mhm. Dans toute l'Asie où il y a, on peut voir l'influence du confucianisme ou autre, enfin, ça peut s'expliquer de différentes façons, mais qui fait qu'ils sont plus enclins à respecter les consignes de l'autorité. Donc, et ça va dans ta vie sociale, dans ta pratique martiale, ou partout, quoi. Donc, mais ils ont adopté si tu veux, le système traditionnel japonais, enfin ouais, japonais, conviendrait mieux aux occidentaux, ou quelque part, où tu aurais, si tu veux, une logique, une avancée comme ça, comme ça, comme ça. Or aujourd'hui, le système quelque part, il est pas logique que tout le monde pratique avec tout le monde, apprenne n'importe quoi, etc. Tu vois, donc on a adopté un truc qui permet d'avoir des résultats rapides pour un grand nombre. Encore une fois, c'est le but chez les militaires. Voilà. Et je fais une différence entre militaire et guerrier, quoi, tu vois. Donc, de former un grand nombre de gens en peu de temps. Donc, ils ont adopté ce système au Japon, très hiérarchique. Euh, et puis nous, on a réadopté ce système en croyant que ça venait d'eux, alors qu'en réalité, c'est un système qui vient de nous, mais et qui est surtout dû à une avancée dans l'industrialisation aussi, etc. Tu vois, le truc de masse. Bon, Bien sûr. bon, j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, quoi. Il y a plein de bénéfices par rapport à ça. Je sais pas pourquoi. On reviendra pas en arrière sur ce truc-là. Bon, on peut donner des cours particuliers, mais pour moi, c'est plus de boulot. Le professeur doit être meilleur pour pouvoir arriver à faire progresser les élèves dans le contexte actuel. Il y avait un luxe dans le passé où les maîtres d'armes, en Orient comme en Occident, pouvaient individualiser et donc suivre ils pouvaient faire suivre à tous les élèves la même progression à des moments différents parce qu'ils les prenaient par petits groupes et machin où ils étaient. Mais les gens avaient plus de temps et plus de disponibilité peut-être. Sûrement, sûrement, sûrement.
Ça marche. On va clôturer du coup cette interview. Je te remercie encore une fois. Avant ça, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose sur la préparation pour un débutant et que je t'ai pas posée dans cette interview? Non, franchement, le panel de tes questions était très riche. Quand j'ai quand j'ai reçu le doc des questions que tu voulais me poser, je l'ai passé comme ça et justement, je l'ai imprimé ce matin pour regarder et puis mettre deux, trois notes vite fait. Non, non, c'est très riche, très vaste. Je pense que enfin, je pense qu'on ne fait jamais le tour de la question, mais on a été très loin et rien ne me vient à l'esprit là, quoi. Et c'est ainsi que se termine l'interview de Léo Tamaki. Merci à lui. N'hésitez pas, vous aussi, à le remercier en commentaire et à partager parce que je trouve qu'il donne des conseils très intéressants et très importants. Moi, je vous ai fait cette petite vidéo pour conclure, tout simplement parce que on est parti en discussion de passionnés et on a oublié de faire une conclusion. Voilà, tout simplement. Je prends énormément de plaisir à faire ces interviews. Léo Tamaki, je l'ai interviewé 7 heures. Enfin plus de 7 heures, on a fait 7 interviews et elles font toutes plus d'une heure. Donc voilà, après bien sûr vous n'avez pas tout parce qu'il y a des moments où on part en discussion et je coupe un peu, mais vous avez quand même une grosse partie. Et pour pas louper les prochaines, je vous conseille de vous abonner sur le blog et bien entendu sur la chaîne YouTube également. Vous retrouverez en lien tout ce dont on a parlé avec Léo Tamaki, que ce soit son blog, son site, ses stages, Yashima, tout ça, ce sera en lien bien sûr. N'hésitez pas à partager, on vous dit à très vite et merci pour votre soutien. Tchou bye!